Bienvenue, il est 18 h, nous sommes en direct pour parler santé sur Canal Algérie ce soir. Nous ne parlons pas d'une maladie, mais d'un maillon essentiel dans la chaîne de la prise en charge de nos malades justement, en l'occurrence le médicament. L'industrie pharmaceutique est un secteur jeune, considéré désormais comme l'un des principaux secteurs sur lequel l'État mise pour réaliser la relance économique et la diversification de l'économie nationale. La production du médicament localement a connu un véritable boom ces dernières années. Elle ambitionne d'ailleurs de réduire la facture de l'importation à plus de 800 millions de dinars, chose qui a été faite d'ailleurs, un enjeu important mais qui semble s'accompagner de certaines difficultés, régulation du marché, accès aux matières premières et surtout rendre le médicament disponible. Une problématique accentuée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie Covid-19 et qui nous a exposé davantage à un risque de fragilité en termes d'accès au traitement. Comment trouver aujourd'hui l'équilibre entre la réduction des importations et la couverture du marché avec un produit local de qualité sans pénaliser le malade? Quelles mesures prendre pour encourager le producteur local à se développer? Enfin, comment mettre un terme et régler définitivement le problème des ruptures? Voilà en gros les questions qu'on posera ce soir à mes invités et j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Nibouche Mohamed. Vous êtes expert en affaires pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Reda Belkacemi. Vous êtes président de l'Observatoire national de veille de la disponibilité des produits pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Belambri Messoud. Vous êtes président du SNAPO, le syndicat national des pharmaciens d'officine. Bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Mtewi Nourdine. Vous êtes président de l'Ordre national des pharmaciens. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Merci de venir éclairer nos téléspectateurs sur cette question d'actualité et qui s'est exacerbée, comme je le disais en préambule, avec la crise de la Covid-19. Alors selon une étude de l'UNOP, 32% des malades font plus que 3 pharmacies pour trouver les médicaments. Je pense peut-être que la réalité est un peu plus que cela. Docteur Belambri, qu'en pensez-vous ? En moyenne, l'étude dit donc que 32% des Algériens feraient 3 pharmacies à peu près pour trouver leurs médicaments. Bon, oui, effectivement, il y a des produits qui ne sont pas toujours disponibles. On parle depuis plusieurs années maintenant des ruptures des médicaments. C'est vrai que souvent les malades ont recours ou bien font plusieurs pharmacies pour trouver leurs médicaments intégralement. N'empêche que dans le cadre du tiers payant, c'est plutôt le pharmacien qui fait ça, parce qu'on garde l'ordonnance, le temps de trouver les médicaments chez les grossistes. Mais en général, pour revenir au tiers payant, dans la plupart du temps, donc, les ordonnances sont honorées à hauteur de 80%, totalement. D'accord, même si on a des difficultés à trouver certains médicaments qui sont en rupture. Bon, actuellement, je pense que tous les acteurs s'accordent, que ce soit les officiels, les membres de l'Observatoire, sur le nombre de ruptures. Il y a environ 14 DCI de production locale qui font objet donc de tension, de disponibilité aératoire et 40 produits d'importation. Ça, on est tous d'accord pratiquement, c'est la moyenne. Donc la disponibilité varie de semaine en semaine. La situation s'est stabilisée quand même par rapport à il y a quelques temps, parce que je me rappelle en tout cas que le SNAPO avait alerté à plusieurs reprises à travers des communiqués sur l'indisponibilité où les ruptures ont dénombré plus d'une centaine, voire plus de 200 produits qui étaient sous tension ou en rupture. La différence par rapport au passé, maintenant c'est la communication. C'est des constats réels. Il y a une véritable réforme qui est en train de s'opérer. Et il y a notamment à travers l'Observatoire où tout le monde, pratiquement tous ceux qui sont concernés par la prescription, la dispensation du médicament, les distributeurs, les producteurs, les importateurs, tout le monde est impliqué et chacun apporte sa contribution. Maintenant, donc, il y a cet aspect de communication et on a une meilleure visibilité. Donc nous, déjà en tant que pharmaciens d'officine, nous sommes convenablement répartis, nous sommes pratiquement les lanceurs d'alerte. Et nous jouons un rôle de veille et c'est un rôle de terrain, de proximité, parce que nous sommes face aux malades,
nous recevons des prescriptions, des ordonnances, et dès qu'il y a, c'est-à-dire une tension qui se fait, on essaie de faire un petit peu dans l'anticipation et éviter de tomber réellement dans la rupture. Donc, le contact, il est direct et permanent. On n'attend pas les réunions de l'Observatoire pour signaler les ruptures. On signale par mail, par téléphone, le contact est établi. Et maintenant, actuellement, depuis maintenant une année, grâce à l'installation de l'Observatoire, on a une meilleure visibilité. Peut-être qu'il y a en même temps des réformes qui sont en train de se faire, notamment sur la nomenclature nationale, où il y a filtration. C'est sûr que maintenant, on va considérer que beaucoup de produits sont en rupture, mais ils ne font plus partie de la nomenclature nationale et on s'oriente réellement vers une liste de médicaments essentiels. Oui. On en reparlera, la liste des médicaments essentiels. En tout cas, c'est un point très important qu'on développera ultérieurement. Docteur Matayoui, sur la même problématique aujourd'hui, comment vous évaluez-vous en tant qu'ordre des pharmaciens la situation justement de la disponibilité des médicaments sur le plan national? Oui, merci pour la question. En tant qu'ordre national des pharmaciens, nous l'évaluons de la façon suivante. Il faut bien définir d'abord la pénurie. La pénurie, on peut la classer en 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle une tension d'approvisionnement. On peut appeler ça tension d'approvisionnement. On peut appeler ça médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire qui sont tombés dans la pénurie, et ça c'est très important. Et on parle de rupture quand on fait... Et la création de pénurie artificielle de médicaments. Cette création de pénurie artificielle de médicaments, comme on le sait tous, qui a mis un petit peu en mal à l'aise la profession pharmaceutique et le pharmacien d'office plus particulièrement, c'est situé au niveau des distributeurs aussi, qui sont partis au principe du compte-gouttes. Le principe du compte-à-gouttes, c'est-à-dire donner le produit sous tension au compte-gouttes et puis par la suite le faire sortir en vente pack, ça a mis un petit peu mal à l'aise et ça a créé, qui a intérêt à créer ce genre de crise? Un petit peu la pénurie au niveau national. Docteur Matayoui, qui a intérêt à créer ce genre de crise selon vous? Eh bien, comme vous savez, il y a des intérêts financiers après. Là, si on fait sortir des packs, des ventes en pack, il y a des intérêts financiers là. Moi, je suis distributeur de médicaments. Le produit est disponible. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a mis un mécanisme et des outils. Tous les outils nécessaires ont été mis en place. Une politique a été faite par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour stabiliser le marché du médicament et faire face à cette pénurie qui a vraiment impacté la santé du patient et la gestion. Vous n'avez pas répondu à ma question, docteur Matayoui. Qui a intérêt, vous avez dit qu'il y a des intérêts financiers, certes, mais qui a intérêt à créer ce genre de crise? Personne n'a intérêt de créer ce genre de crise, mais il y a des distributeurs en produits pharmaceutiques qui ont intérêt, certains, je ne dis pas tout, nous avons pas mal de distributeurs qui sont honnêtes et qui ont joué le jeu et qui ont été toujours là présents pour le pharmacien et pour le patient algérien. Mais il y a certains distributeurs qui n'ont pas joué le jeu. Ils ont trouvé des intérêts de créer cette tension de produits et spéculer même sur le médicament. Afin de créer cette pénurie aussi. Mais vous êtes deux, docteur Matayoui. Vous êtes alors, le syndicat et vous êtes aussi l'ordre des pharmaciens. En principe, vous ne laissez pas faire. Oui, justement, sur la base de ça, on a créé ce qu'on appelle le comité de coordination nationale, syndicat ordre, afin de faire face à ces dérives, à ces pratiques illégales et déloyales, et surtout à ces ventes concomitantes qu'on est en train de mettre en place, et on a le sentiment qu'on est en train de les légaliser même, et de les légitimer même. Donc l'ordre et le SNAPO se sont mis d'accord pour se mettre ensemble, en jumelage, et pour aller vers une action commune afin un petit peu de déboucher cette problématique. Oui, docteur Boukasmi, sur la même question, s'il vous plaît. Oui. Vous ne voulez pas réagir? D'accord. Oui, effectivement, ce qui a été dit par docteur Belambri et docteur Matayoui existe. Ce sont certaines situations en fait illégales qui existent sur le marché de vente concomitante, de rétention, qui sont prohibées par la loi. De spéculation, de spéculation. Donc il y a ce genre de pratiques qui exacerbent et qui accentuent les problématiques de tension ou de rupture. En fait, parfois le produit existe et pratique un peu accentue ce genre de phénomène. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a été alerté notamment par l'ordre et par le SNAPO. Nous sommes en coordination par rapport à ça. Nous sommes également en coordination avec le ministère du Commerce, parce que c'est des pratiques commerciales illégales, donc pour mettre en place des brigades mixtes entre les deux ministères et à l'effet de faire des actions aussi
via notre inspection générale aussi, pour justement lutter contre ce genre de phénomène qui peut accentuer ces phénomènes de rupture et de tension d'approvisionnement. Oui, je rappelle qu'il y a eu un communiqué justement commun qui a été émis par le SNAPO et l'Ordre des pharmaciens qui dénonce notamment alors, la concurrence antidéontologique, la recherche de la clientèle. Enfin, je cite un peu ce qui a été cité dans votre communiqué par des procédés réprimés, introduction de produits de matières frauduleuses sur le territoire, l'introduction de produits prohibés, non autorisés ou contrefaits, ce qui est quelque chose quand même de très grave, Dr Prasmi. Oui, effectivement. Donc, je rebondis sur les mêmes mesures qui ont été prises par le ministère. Je t'apporte également une précision que dans des conditions, par exemple, de pandémie, on a vu une accentuation un peu de cas et donc de consommation de médicaments. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique et en l'occurrence monsieur le ministre n'a pas hésité à faire des réquisitions. Carrément pour les producteurs à l'effet qu'ils délivrent toutes les quantités qu'ils aient en stock vers les distributeurs et également les distributeurs qu'ils fait la distribution de tous les produits Covid vers les pharmaciens d'officine, ce qui a un peu contribué à soulager dans des conditions qui étaient assez rudes et assez difficiles quand même et faire rendre le médicament disponible. Néanmoins, le travail doit continuer, la collaboration doit continuer pour aller vers des mesures de répression, vers des mesures coercives, vers des mesures de correction carrément, et des pénalisations commerciales, du pénal carrément pour ces gens qui pratiquent ce genre de pratique. Nous sommes d'accord, nous avons engagé les discussions nécessaires avec les partenaires, en l'occurrence le SNAPO et le Conseil de l'Ordre et tous les partenaires qui s'intéressent à la question, à l'effet justement de soulager cette question et de rendre le médicament disponible. Docteur Nibouche, comment vous évaluez aujourd'hui le marché du médicament ou la disponibilité du médicament? Je suis d'abord, très intéressé par répondre d'abord à ce premier débat sur les ruptures et notamment sur les comportements qu'on vient de qualifier d'illicites et qui existent quand même. C'est pas aujourd'hui que nous découvrons le pot rose. Je dirais que ce sont des pratiques qui sont nées au début des années 2000. Après l'ouverture du marché, etc. Et c'est un marché qui est très intéressant, où il y a une concurrence qui est devenue une concurrence déloyale. Pour cela, il y a une loi qui interdit la concurrence déloyale. Comme nous sommes dans des pratiques liées à une profession qui est très réglementée, bien évidemment, le Conseil de l'Ordre a un devoir d'éducation, de surveillance, d'orientation, de présence, avant même l'autorité, parce que l'autorité, lorsqu'elle intervient, c'est carrément pour interdire, punir et surtout avertir. Parce que ces pratiques, elles ne sont pas éthiques, mais en fait, celui qui paye la facture, c'est le praticien qui a la responsabilité médicale, parce qu'il ne trouve pas de médicament pour soigner son patient, et bien évidemment le patient malade, qui va faire 3, 4, 5 pharmacies pour enfin se faire payer ou se faire offrir le médicament. Je reviendrai sur l'étude de l'UNOPS. Je suis très intéressé par savoir dans quelles conditions elle a été menée, pour savoir exactement quel secteur ou quelle partie du pays et quel type de population. Parce que personnellement, j'ai entendu dire aussi que certains patients faisaient plusieurs dizaines de kilomètres dans les contrées éloignées, un peu déshéritées, pour accéder aux médicaments. Et il faut absolument faire très attention à ne pas être en violation du droit d'accès aux médicaments, ce dont l'État, je ne dis pas que c'est seul le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui en est responsable. Quand je dis que ce sont les institutions, c'est y compris le SNAPO, y compris le Conseil de l'Ordre. Mes chers amis, je vous responsabilise parce que c'est votre mission. Mais je suis très fier aujourd'hui de vous rencontrer, d'en débattre avec vous. Mais c'est un point de vue qu'il faut absolument discuter. Et puis je suis ravi de toute façon que vous ayez enfin trouvé une table ronde pour discuter de ces problèmes-là. Je suis sûr, très confiant que les solutions vont sortir très rapidement. Maintenant, sur la situation du secteur pharmaceutique, je vous remercie d'avoir posé cette question extrêmement pertinente. Moi, j'ai toujours dit que nous étions à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un abandon de ce secteur
Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau ne prenait plus les décisions qui se devaient d'être prendre, que ce soit des décisions de politique pharmaceutique ou de politique sanitaire carrément. Et puis, au niveau organisationnel du secteur lui-même, il n'y avait plus d'orientation. Il n'y avait plus le faisceau lumineux qui permettait aux entrepreneurs et aux investisseurs même d'avoir cette confiance de venir placer leurs intérêts, leur argent en Algérie. Aujourd'hui, nous voyons cette confiance revenir puisque les inaugurations, les ouvertures, les développements de ce secteur clé sont présents. Il y a même eu une création d'une faculté de pharmacie dont il faut absolument dire quelles sont les missions et dans quel cadre la création a été obtenue. Mais le secteur pharmaceutique, il faut, pour moi, personnellement, attendre encore au moins 4-5 années pour dire nous avons un tissu industriel qui est complètement organisé et je dirais au niveau attendu, au moins sur le plan régional. Oui. Je vais vous inviter, messieurs, à regarder un reportage justement qui revient sur la disponibilité des médicaments au niveau des officines. C'est un reportage signé Mrim Damis. Regardez. De nombreux médicaments sont indisponibles au niveau des officines, ce qui constitue un risque sur la santé des patients, notamment pour les malades chroniques. Les médicaments qui sont en rupture en ce moment, on commence par le Paralgan. Le Paralgan 1,5 g du laboratoire Sahan, c'est-à-dire le grand laboratoire d'Algérie. On a aussi les Varenox, c'est-à-dire c'est un produit bio-assimilable, c'est comme le Lovenox. Il est très en rupture. Mais en plus, la matière première, elle est fabriquée en Algérie. Donc, déjà, on reçoit 10 boîtes par semaine. Si on a un patient qui est opéré, il demande 30-20 boîtes, on ne peut pas servir l'ordonnance. En ce qui concerne les pénuries qui ont touché toutes les pharmacies et des pharmacies plus. Il y a des pharmacies qui les ont touchées, mais pas beaucoup par rapport aux petites pharmacies. Il y a des grandes pharmacies qui font des commandes très très importantes pour avoir des petites quantités, comme de la vitamine D, les Lovenox, les Votirox, les Colir, même les insulines, le laboratoire Novo Nordisk qui ont tombé en rupture. Nous avons posé question aux citoyens et certains d'entre eux soutiennent qu'il y a effectivement une perturbation, tandis que d'autres disent ne pas trouver de difficultés pour acheter leur traitement. C'est pas possible, surtout concernant les maladies lourdes, comme les malades chroniques, c'est pas possible. Il faut faire le grand Alger et à savoir si vous allez pouvoir en trouver ou non. مستحيل. نروح الفارماسي باش نلقى دواء. دي فوا نخرج من السبيطار نروح ليكزومبل واحد 3-4 كيلومتر باش نلقى دواء. ليكزومبل نلقى دواء في لاردونونس. نلقى ليكزومبل 5 دواوي. انا سي نورمال كي نروح للفارماسي لازم نشري كاع الدواء. ما نروحش ليكزومبل فارماسي هذاك نتبع فارماسي تسمع باش نلقى دواء واحد اخر. هكذا نلقى ما نكذبش عليك، مي حاجه غراف ما نكذبش عليك، مانيش عارفه كاين اللي يقول لك نلقى كاين اللي يقول لك ما نلقاش، مي انا بور موا نلقى. Bon, peut-être que la demande elle est trop forte par rapport à l'offre. ما نقدرش نقول لك شويه صافا. Munis d'une ordonnance dont les médicaments prescrits sont en rupture de stock, les patients ne savent plus à quel sens se vouer. Devant certains cas d'urgence, les malades lancent des appels même via les... Oui. Alors on a vu un peu les réactions des patients ou des personnes qui achetaient donc leurs médicaments. Première réaction de Dr Belambri. Les ruptures, personne ne les dit, ni les tensions. Il peut y avoir des ruptures sur un programme d'importation, sur un programme de production. Et pour ça, déjà, il faut qu'il y ait un suivi permanent et régulier au cours de l'année par rapport aux engagements pris par les opérateurs, qu'ils soient importateurs ou producteurs. Maintenant, on peut parler des tensions qui peuvent se transformer en rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la détention d'informations. Cette tension qui, par des pratiques, devient une rupture, par exemple sur les insulines, sur le paracétamol, sur les Colir, sur les corticoïdes injectables, comme nous sommes en train de le vivre actuellement.
Là, il y a une grande responsabilité, nous, en tant que pharmaciens d'officine, en tant que syndicat, que nous imputons au secteur de la distribution. Oui. Parce qu'on se dit qu'il s'agit d'un produit de santé. Il y a un paradoxe. Le pharmacien est un professionnel de santé qui a affaire à un malade, qui a devant lui une ordonnance qu'il doit honorer. Je dois mettre à disposition des citoyens le médicament recherché pour se soigner. Donc c'est un métier de santé, c'est une responsabilité. Par contre, le distributeur traite avec le pharmacien. Le pharmacien, c'est un client, c'est un chiffre annuel. Et là, nous avons souvent eu à dénoncer le comportement discriminatoire, je dirais, et disproportionné, et la ségrégation même qui est faite entre pharmaciens et pharmaciens. La règle internationale économique, c'est 20% détient 80% du marché. C'est exactement la même chose. Nous, on ne dit pas qu'une pharmacie bien située, qui a beaucoup de clients, mais il doit y avoir une équité. Mais ça existe, en tout cas, on le voit. Hein, il y a des pharmacies qui sont connues. Oui. D'ailleurs, les gens, ils vont directement, ils disent telle pharmacie, on trouvera voilà, vous trouverez votre traitement. On ne peut pas donner à une minorité la totalité des produits. Et là, c'est ce qui se produit malheureusement. Il y a une sélection. On trouve dans des cas souvent un pharmacien, par exemple, qui a 2000 boîtes et un pharmacien qui a 0 boîte. Une sélection qui est faite à base de quoi? On est 12 000 pharmaciens. 4 500 dans les zones enclavées et rurales. Nous avons affaire à des citoyens, à des malades. Et nous exerçons un métier de santé. Le médicament doit être à la disposition de toute la population algérienne. On n'a pas le droit de priver la majorité des pharmaciens d'un médicament essentiel. C'est priver, donc, par ricochet, les citoyens de leurs médicaments. Cette sélection est inacceptable, elle est immorale et elle doit cesser. Oui, docteur Nibouche. Je voudrais dire un mot, vraiment pour abonder dans le sens de mon ami, président du SNAPO, et celui du Conseil de l'Ordre aussi, parce que je m'imagine qu'ils ne veulent pas dire, de par leur fonction, mais je vais le dire carrément, les laboratoires ont une politique commerciale qui porte atteinte à l'intégrité de la politique de santé en Algérie en termes de distribution et de disponibilité du médicament partout sur le territoire national. J'avais entendu dire, je pense que c'est le docteur Belhamri qui avait dit l'histoire des packages. Package, qu'est-ce que c'est? Vous allez acheter chez les grands grossistes ou alors les grands importateurs, vous avez un bon de commande, vous achetez, je ne sais pas, un produit qui est sous tension, un produit d'appel, de l'asthme par exemple, et bien pour l'obtenir, vous devez acheter ceci, ceci, cela. Ça s'apparente à la vente concomitante. Ceci va créer d'abord une question de tension. Pourquoi? Parce que le volume qu'ils ont importé doit correspondre à une demande sur une période donnée de l'année. Si cette demande-là est ventilée, distribuée sur un secteur de grande wilaya avec de très grandes pharmacies qui ont pignon sur rue et qui font de la promotion à ces produits-là, de grandes marques ou de grands laboratoires, et on va les retrouver dans les grands boulevards, dans les grandes pharmacies, etc., plutôt que dans les pharmacies des ruelles ou les pharmacies des rues. Et vous allez vous retrouver ainsi avec des populations, ou même les médecins d'ailleurs, reçoivent de ces laboratoires qui les visitent la liste des médecins où les pharmacies ou les médicaments vont être trouvés. C'est ce sein-là qui est, et je suis vraiment désolé parce que c'est immoral, c'est vraiment non éthique. Et ça viole les règles de déontologie. Pourquoi on laisse faire, docteur Hasmi? Aujourd'hui, on pointe du doigt et tout le monde sait qu'est-ce qui ne va pas justement dans le domaine de la distribution. Pourquoi on laisse faire? Oui, exactement. Donc, ce qui a été dit par les collègues ici, ça existe. Ça exacerbe, comme on a dit, les phénomènes de tension et de rupture. Donc, je vous avais prononcé donc l'amorcement d'ISA de la discussion avec les partenaires, des ministères concernés, la mise en place des brigades. Parce que nous devons tout d'abord, docteur Nibouche a dit un mot-clé, c'est la communication tout à l'heure. Oui, nous devons tout d'abord amorcer la communication avec les partenaires concernés. Après, on passe à tout ce qui est mesure un peu. Bon, moi, je voudrais un peu, donc tout ça, on avait discuté, donc c'est bien. Moi, j'avais regardé attentivement le VTR
Il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes dans les dires de la population qu'on doit prendre en considération. Effectivement, ces phénomènes existent. Effectivement, ça peut mettre en danger la population. On doit prendre des mesures, on en est tous d'accord. Mais aussi, on doit engager un langage de discussion avec les prescripteurs. Et ceci a été fait... C'est-à-dire le médecin aussi a un rôle à jouer voilà, pour parer à cette indisponibilité. Donc c'est tout l'intérêt de la création de l'Observatoire de veille qui comprend aussi les prescripteurs, l'ordre des médecins, les syndicats de médecins, etc. Pourquoi? Premièrement, le médecin étant prescripteur, si on est en face d'un cas de force majeure de non-disponibilité d'un produit donné ou d'une tension sur un produit donné, il peut vous proposer des alternatives thérapeutiques. Ça, on en discute durant l'observatoire. Aussi, il y a une deuxième chose très très importante qui peut engendrer ces phénomènes. C'est qu'un peu, certains de nos prescripteurs ne sont pas informés sur ce qui existe réellement sur le marché. Il y a des médicaments qui ont été arrêtés à l'importation, qu'on continue à prescrire et qui font courir les patients. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication aussi dans ce domaine, docteur Belkacemi. On a l'impression que les gens parfois ne sont pas informés, c'est-à-dire peut-être au niveau des officines ou au niveau de l'ordre des pharmaciens, on est à jour par rapport aux médicaments qui sont aujourd'hui disponibles. Oui, madame, mais ce n'est pas le cas pour les médecins, pour tous les médecins ou pour tous les effectivement, madame, c'est tout l'intérêt de la création de l'observatoire et tout l'intérêt du travail de l'observatoire depuis les débuts, c'est d'arriver à la fixation d'une liste de produits, voilà, qui est disponible sur le marché, qu'on peut prescrire, qu'on informe les médecins que un consensus en fait thérapeutique. Un consensus, voilà, qu'on commence déjà à amorcer ce genre de discussion. La communication est très importante. Car ce produit, voilà, il existe. Ce produit, il n'existe pas. Depuis, c'est bon, c'est arrêté à l'importation. Ce produit, il est d'intérêt thérapeutique faible ou il a été arrêté par son importateur. Ce produit, il a arrêté à la fabrication nationale. On va en importer ou bien il va y avoir d'autres alternatives. Donc tout ça, donc on se met d'accord, on unifie notre langage par rapport à ça. Et c'est un langage très très important pour que le prescripteur soit informé. Et il va être informé par les mises à jour de cette liste qu'on va mettre donc, sur notre site du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et c'est des mises à jour qui vont venir et qui vont à chaque fois d'une liste dynamique et perfectible. Donc à chaque fois qui se change par les données de l'importation, par les données de la fabrication. Et le prescripteur aura une visibilité sur les médicaments quelque part essentiels, remboursés par la sécurité sociale qui sont là. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a une liste justement aujourd'hui qui est en cours de réalisation. Donc ça va être finalisé ça je vous l'annonce ici, dans votre plateau, ça va être finalisé dans les prochaines 24 heures, ça va être publié, donc une liste des médicaments remboursés, donc le ministère de l'Industrie pharmaceutique vers la disponibilité et dont tous les acteurs ont contribué, que je salue ici, notamment le SNAPO, l'ordre des pharmaciens, tous les partenaires. Donc là, c'est d'intérêt, premièrement, c'est une liste d'aide à la prescription, quelque part. Donc, parce qu'on a constaté un peu ce problème qui exacerbe ces phénomènes de disponibilité. On doit engager ce canal de communication pour justement lutter contre ça. Oui. Alors, on a compris que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Vous avez parlé un peu de la responsabilité du médecin. On a parlé aussi de la responsabilité du pharmacien, hein, parfois avec certains comportements que nos invités en ont parlé, enfin mes invités en ont parlé. Mais si on revenait peut-être un peu à l'origine, il y a aussi un point que j'abordais en préambule, je parlais de la facture d'importation. Ça aussi, c'est un point qui est souvent remis sur la table. Réduire la facture des importations, mais à quel prix? Est-ce que quelque part, nous n'avons pas pénalisé aussi le citoyen ou le malade? Voilà, madame, je vais vous éclairer par rapport à ça et je vais vous éclairer les auditeurs les mesures qui ont été engagées par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour la réduction de la facture d'importation sur les 2 années 2020 ne s'est pas faite au détriment de la disponibilité. Bien au contraire, c'est fait sur une politique qui a été installée au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous commençons par la réforme réglementaire, nous sommes à plusieurs, à une cinquantaine de textes. Il faut dire que même la mise en place de tout ce système a créé des perturbations. Je vous explique, madame, je vous explique justement par rapport à l'importation, justement, qu'est-ce qu'on exige actuellement avec les programmes d'importation. Donc il y a des programmes d'importation qui sont assujettis à une station de régulation et il y a des programmes de livraison. Donc ils nous donnent la visibilité sur les livraisons durant l'année. Aussi, on n'importe pas ce qui est fabriqué localement. Mais encore faut-il qu'il soit respecté, docteur Belkacemi. Il y a des moments d'indisponibilité, on sait très bien qu'il y a eu un problème de matière première. Effectivement. Comme le cas, par exemple, je vais citer le cas des chimiothérapies. Vous savez très bien qu'il y a eu une énorme crise de chimiothérapie, ce qui était très grave.
Oui, effectivement, le problème des chimiothérapies, c'était un fournisseur qui s'est désisté, c'est ça? C'est des fournisseurs qui n'ont pas respecté son programme de livraison. Ce fournisseur même a eu un arrêt de son usine de matières premières à l'échelle mondiale. Lorsqu'il commençait à reprendre, il avait certains délais dont il devait livrer ses médicaments, il ne les a pas respectés. Donc, c'est une des causes. Donc, je reviens, madame, justement, ces délais de livraison doivent être respectés. Et aussi sur les programmes de fabrication et l'importation de la matière première, on exige des programmes de fabrication aussi mensuels. Donc, sur quelle quantité, sur quel mois on sera livré. Donc, ça, à travers une plateforme numérique qu'a mis le ministère de l'Industrie pharmaceutique en place. Donc, elle va analyser l'ensemble. Donc, l'approche, un peu l'approche du traitement de la disponibilité, avec la contribution des acteurs essentiels, c'est une approche actuellement scientifique. C'est une approche actuellement sur des données chiffrées, sur des données, donc sur ces données réelles. Et aussi, on attend le retour, notamment à travers l'observatoire des acteurs qui sont sur le terrain. Donc, il se peut que nous, on est dans la sûreté, je suis parfaitement d'accord avec vous et je suis parfaitement d'accord avec les collègues. Il se peut que nous, on avait des programmes de livraison donnés, on avait des programmes de production donnés qui, à un moment donné, ne seraient pas respectés pour une raison ou pour une autre, notamment par la pandémie ou par autres facteurs, matières premières, parce que nous dépendons des matières premières aussi de l'importation. Et ils nous alertent qu'il y a une tension sur... Et nous, on prend les mesures nécessaires, ou bien à travers... l'augmentation de la cadence de la production nationale, si elle existe, si maintenant c'est des spécialités, monospécialités qui existent, on recourt à l'importation et ça a été fait. Oui. Et ça a été fait. Mais ce n'est pas toujours évident. Hein. Ça aussi, c'est un point très important quand vous dites on revient à l'importation, parce que c'est toute une procédure à engager. Docteur Nibouche, quand on arrête l'importation d'un produit, ce n'est pas évident de le reprendre. Hein. Il y a toute une procédure à engager. Non, bien sûr. On ne peut pas arrêter comme ça un produit à l'importation sans s'assurer qu'il y a d'abord une période de transition durant laquelle le produit reste disponible sur le marché et l'État qui est à l'origine, donc qui a cette responsabilité de prendre cette décision, doit s'assurer qu'à tout moment et en tout point du territoire, le produit est disponible. Si cette interdiction est intervenue dans le cadre de l'encouragement à la production locale et les facilitations de données, elle ne peut intervenir que si on a l'assurance que le produit local, national, a été fabriqué, validé, les lots détenus en stock et qu'ils interviendront sur le marché à une période donnée. Je voudrais, s'il vous plaît, intervenir sur un élément clé, sur la question de la réduction des dépenses et à l'importation. Moi, je ne veux pas assimiler la réduction à l'importation des importations, donc de la facture, comme on le dit souvent, comme étant une réduction des dépenses en soins, ce qui est très différent, très différent. La réduction seulement, je me pose une question que tout le monde devrait se poser, c'est réduire de 800 millions d'euros en 2 années, donc sur 2 milliards, on arrive à 1,2 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 2 ans, on consommait 800 millions d'euros, mais ils partaient où? Ils allaient où, ces médicaments? Ou alors, on parle de 800 millions d'importations en produits finis, destinés à la consommation en l'État. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Et je me pose la question que je me suis toujours posée, c'est que l'Algérie a constitué pendant un certain moment une mamelle en Afrique du Nord pour des pays du Sahel et d'autres pays de l'Afrique du Nord. Il faut que ça s'arrête. S'il y a des échappées de nos médicaments vers d'autres pays, etc., il faut même que les décisions soient prises et les mesures soient prises pour que ces trafics de contrebande transfrontaliers s'arrêtent. Et c'est le point que je rejoins, d'ailleurs, que vous aviez cité tout à fait au début, qui est lié à la présence de produits contrefaits, ce qui est en soi un énorme problème pour la santé publique. Oui. Comment se fait concrètement la décision d'arrêter d'importer un traitement c'est-à-dire sur quels critères on va décider d'arrêter l'importation d'un médicament? Je pense qu'à mon avis, le ministère de l'Industrie pharmaceutique justifie ça par des alternatives.
s'il arrête l'importation d'un produit pharmaceutique destiné à des traitements, surtout à des traitements thérapeutiques majeurs, surtout ça. On ne peut pas priver un malade de son traitement thérapeutique majeur, sachant bien que tout malade algérien a droit à accès à son médicament, comme je l'ai dit. Et c'est un droit, constitutionnel. Voilà. Donc moi, ce que je recommande, c'est-à-dire quand il y a un retrait d'un produit, il faut faire parvenir et associer les acteurs qui sont les cliniciens. Vous anticipez un peu, absolument. Sur ma question, j'allais vous dire, est-ce que les prescripteurs sont impliqués? Donc il faut faire impliquer les prescripteurs qui sont les cliniciens, qui sont les médecins, et leur dire et leur faire passer le message, cette classe thérapeutique va être soumise à l'arrêt de l'importation. L'alternative, ce qu'on a sur place en matière de production nationale, ce qu'on a, est-ce que ça suffit ou pas? Est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que ça vous arrange ou pas? Parce que le dernier mot revient au prescripteur. Au ministère de la Santé. Et au ministère de la Santé. Qui met en place la politique de santé. Voilà. Je reviens, par contre, je veux rebondir sur quelque chose concernant les produits cancéreux. J'aurais bien aimé que la PCH intègre le plan. On l'a invité. J'aimerais bien que la PCH intègre le plan au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, la plateforme numérique, pour signaler tout produit qui tombe à chaque fois de temps à autre en rupture, et surtout les anticancéreux chez l'enfant. C'est un problème majeur de santé publique qui se pose en Algérie, dans notre pays. Ce qu'on souhaiterait, nous, autant que CNOP, une régularisation au niveau du marché national, l'accès aux soins à tous les patients et une stabilité beaucoup plus du marché. Et éviter la délivrance de commandes volumineuses. On ne peut pas donner à un pharmacien qui peut rouler avec un stock d'1 mois, un stock de 6 mois. C'est ça. C'est un problème aussi de gestion. C'est pour ça que ça impacte indirectement le problème de la disponibilité du médicament. Moi, c'est l'une des solutions que préconise le Conseil national de l'ordre, c'est qu'il faut aussi focaliser et mettre le focus sur les distributeurs qui sont sous la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Déjà, vous avez mis une plateforme pour une remontée d'informations hebdomadaires du stock réalisé et du stock vendu vendu. Voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est une avancée pas mal en matière de suivi et de traçabilité du volume déstocké et du volume commandé. Donc je pense... Oui, pardon. Par rapport à la facture qui a été réduite, il faut rappeler juste qu'il y a 2 ans, justement c'est les 2 ans de réduction de la facture d'importation. On était à 50% et maintenant on est passé à 70% de couverture, c'est-à-dire ce qui n'a pas été importé a été compensé par la production locale. Il n'y a pas que des facteurs... Ça a pris peut-être un peu de temps, peut-être c'est pour ça qu'on en parle. Ça a pris quand même un peu de temps et il y a eu une période, si je peux dire, de flottement où il y a eu beaucoup de ruptures. Vous êtes d'accord avec moi, docteur Bellandry? Oui, il n'y a pas de souci. Les ruptures, elles sont là, on en discute, et il faut trouver les moyens, et la numérisation, le suivi de tout, des programmes d'importation et des programmes de... Il n'y a pas que des facteurs internes, il y a aussi des facteurs externes. Il faut savoir que des usines ne produisent plus de matières premières. Nos producteurs ont trouvé beaucoup de problèmes pour importer la matière première. Et la Chine, l'importer en quantité, en temps utile et au prix conventionnel. Il ne faut pas oublier qu'au cours de ces 2 années du Covid, les quantités ont diminué à l'international de production de matières premières, le prix du fret également, et tout ça, ça a une incidence. Absolument. Et le coût de la matière première a augmenté. On continue à vendre la boîte du paracétamol à 50 dinars depuis plus de 15 ans. C'est pas normal. Oui, ça c'est une autre problématique, le prix du médicament, justement. Mais il y est pour beaucoup dans les ruptures. Peut-être vous me tendez une perche, docteur Bellandry, par rapport à un phénomène aussi, malheureusement, que connaissent beaucoup de pharmacies, c'est ce qu'on appelle le produit cabas aussi. Ça aussi, c'est un truc grave. Il y a produit cabas et produit cabas. Il y a le vrai produit cabas, importé frauduleusement, commercialisé par des gens incompétents, non autorisés, totalement inconnus, les médicaments d'origine inconnue, qui peuvent être contrefaits, qui peuvent être dangereux, prohibés. Mais dans tous les cas, c'est grave. Mais il y a aussi le faux cabas qui consiste à avoir des médicaments en toute légalité chez le pharmacien, en se présentant avec plusieurs ordonnances, comme étant malade, en faisant plusieurs médecins, et puis aller enlever les vignettes et les vendre sur les réseaux sociaux de manière totalement illégale et profiter sur la santé des gens à des prix x4, x5, comme
comme on l'a vu avec les anticoagulants lors de la troisième guerre. Ça devient un véritable commerce. Et la loi réprime. La loi réprime l'importation illicite de produits pharmaceutiques. Et le mettre à disposition de patients et la mise en danger de la santé du patient, c'est de 2 à 5 ans de prison. La loi, elle est claire. Nous sommes justement dans le cadre de la création du comité d'organisation. Mais aujourd'hui, ça se vend quand même devant tout le monde. On s'y cache même pas. Oui, mais on lance un appel, justement. On est là aujourd'hui pour dénoncer aussi les pratiques déloyales, les pratiques illégales. Autant qu'ordre, il est de mon devoir de dénoncer et de réprimer ce genre de pratiques. Mais ça ne suffit pas de dénoncer ou de réprimer. Non, mais bien sûr que non. Pardon, docteur. Oui, allez-y, docteur. Je vous la donne en 2 secondes. Personnellement, moi, mais vraiment, ça mérite. Ces histoires-là, c'est connu depuis 10 ans, 15 ans. On sait très bien où sont ces pharmacies. À Alger, moi, je sais. Je vous indique tout de suite à quel endroit ça se trouve et où vous pouvez trouver un produit. Au sud de tout le monde. Un produit. Oui. Mais nous parlons de la liste des médicaments essentiels. Il y a une autorité qui, en toute souveraineté, dit les médicaments chez moi, c'est ça, c'est cette liste-là, qui vont guérir et qui vont traiter. De quel droit allez-vous, par le truchement d'un avion, d'un cabas, d'une pratique de voyou, excusez-moi, mais c'est les termes qu'il faut, aller importer et créer un grave problème de santé publique? Parce qu'en termes de traçabilité, on ne sait pas ces médicaments, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont été fabriqués, est-ce qu'ils ont été reblestérisés ou pas. Mais, en plus de cela, sous la couverture de pharmacies inconnues, dont on connaît l'adresse, et aucune autorité judiciaire qui normalement est au courant de cela, n'ont pas pris la décision. Parce que cette action que je suis en train de décrire est une action de protection de la population contre des méfaits. Contre des méfaits, et c'est pénalement responsable. C'est bien au-dessus de la compétence du Conseil de l'Ordre. Oui. Le ministère de la Santé devrait agir, justement. Oui, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, plutôt. Bon, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il faut dire qu'il a une série de responsabilités sur les fabricants, sur les distributeurs. Sur les officines, donc il y a l'ordre qui est là, il y a le SNAPO qui est là, donc les discussions ils sont là, donc il faut dénoncent, ça suffit il faut pas dénoncer, il faut aller vers l'autorité pour prendre en charge donc ces problématiques-là, et il faut dénoncer, c'est des pratiques illégales, ça a été largement discuté, ça a été largement expliqué par Dr Nibouche, c'est des pratiques qui mettent en danger la population, il ne faut pas se taire par rapport à ça. Oui. Alors, tout à l'heure, justement, M. Matteui avait parlé justement du rôle des prescripteurs, justement, dans toute cette action. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un problème de communication entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère de la Santé. À quel point il est important, quand même, de travailler en connivence, j'ai envie de dire presque en communion, dans ce genre de situation. D'ailleurs, même ça, c'est du ressort de la santé, n'est-ce pas, Dr Nibouche? La santé aussi est impliquée dans ce genre de situation, quand on parle, par exemple, du médicament CABA. Oui, nous en tant qu'institution, en tant qu'autorité, on engage discussion avec les prescripteurs, on engage discussion avec les syndicats de prescripteurs, on engage discussion avec l'ordre des médecins à travers l'observatoire de veille. Tout l'intérêt est de trouver des solutions et non pas dire uniquement les problèmes. L'intérêt est de trouver la solution. Il y a le patient qui est en train de courir là pour trouver son médicament. Les canaux de communication devront être engagés. Un des canaux qui a été installé très tôt, depuis même que le ministère a eu sa attribution au mois d'octobre 2020, donc au mois de janvier, Monsieur le ministre et on était conscient par rapport à cette problématique. Il a installé l'observatoire et il a directement fait appel aux prescripteurs. Vous faites des réunions chaque mois avec tous les acteurs du secteur du médicament. Une fois mensuelle. S'il faut aller plus, on va plus. Mais en dehors des réunions, ce qui a été signalé tout à l'heure par Dr Belambri, ça va plus que les réunions, madame. C'est les signalements par mail, c'est à tenter.
c'est autant T, c'est-à-dire s'il y a une problématique, ils n'hésitent pas à signaler aux services compétents du ministère. Nous avons une direction aussi de la veille stratégique qui comprend 2 sous-directions chargées du suivi des stocks et de la pharmacoéconomie. Donc ces problématiques-là, ils les signalent tout de suite, on les prend en charge tout de suite, on n'attend pas la prochaine réunion de l'Observatoire pour les prendre en charge. Pour arriver à l'Observatoire, c'est pas parler un peu de chaque médicament au cas par cas, peut-être on priorise par rapport à des listes de médicaments précises pour en discuter, pour en avoir des mesures, mais on n'attend pas la réunion de l'Observatoire pour prendre des mesures au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc il y a signalement les prix sur place et la problématique est traitée. Vous avez eu une réunion justement à la fin du mois d'octobre qui était justement par rapport aux médicaments oncologiques, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que cette crise est aujourd'hui derrière nous, la crise des chimiothérapies? Parce que ça c'est grave quand même, on ne parle plus des traitements innovants qui ne rentrent plus au pays, mais un traitement classique comme la chimiothérapie qui manque et à cause duquel des malades sont morts ou des malades sont pénalisés, c'est quand même assez grave. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise est derrière nous? Oui, effectivement, donc cette crise, tout d'abord, madame, j'attire l'attention que cette crise, elle est mondiale, c'est-à-dire que même, il y a plusieurs pays dans le monde, et même assez développés, qui n'ont pas de molécules de chimiothérapie, et c'est essentiellement dû à cette pandémie qui a mis en arrêt plusieurs usines de matières premières à travers le monde, et il y a aussi des problèmes de retard de livraison qu'on avait déjà cités. Au niveau de l'Algérie, donc, on a essayé d'agir très très tôt à travers seulement les signalements concernant les pénuries de ces médicaments nous ont arrivé un peu en retard, mais je signale que le ministère de l'Industrie pharmaceutique... Ça a pris du temps quand même pour être réglé, docteur Belkacemi. Ça a pris beaucoup de temps, la crise des chimiothérapies. Oui, ça a pris du temps pour les phénomènes que je viens de citer, mais le ministère de l'Industrie pharmaceutique... On ne pouvait pas trouver d'alternative, il y avait des enfants qui mouraient. Oui. Dans des services de pédiatrie. Mais nous, on avait donné toutes les autorisations nécessaires à la pharmacie centrale des hôpitaux pour importer ces produits une fois que la disponibilité existe, même à titre de dérogation. Donc il faut qu'on s'assure que le produit il est là. On donne toutes les autorisations nécessaires une fois signalées. On a même, monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, on a même on a même fait des orientations au groupe Saïdal pour rendre disponibles ces médicaments. Aujourd'hui, il y a des privés qui s'engagent sur injectables. Et des privés aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les encourager justement? Donc justement, c'est le traitement préalable de leur demande d'agrément en matière de fabrication de ces médicaments. Parce que cette Covid, qu'est-ce que nous a appris? Elle nous a appris que justement, il faut avoir une production nationale assez performante, notamment pour ces molécules. Le groupe Saïdal a fait une convention avec le groupe CKD Auto pour la production de ces molécules anticancéreuses. Il va au-delà. Vu la conscience de cette problématique de matières premières, il va engager même des discussions avec ce groupe précisément pour produire les matières premières en Algérie. C'est une des leçons que nous avons prises de cette pandémie et qui va nous permettre de prévenir ce genre de phénomène ultérieurement. Oui. Docteur Nibouche, vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas d'accord avec ce que Dr Belkacemi disait par rapport à quand il disait que la crise était internationale, la crise des chimiothérapies. Parce que j'étais concentré sur la problématique de la disponibilité des produits de chimiothérapie. Vous savez, leur absence est mortelle. Absolument. La question, j'avais été mis au courant du problème qu'a eu, d'abord, ça se situe au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, qui opère par appel d'offres. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je pense, et j'espère en tout cas que c'est la dernière fois que c'est arrivé. Parce que le diagnostic, c'est quoi? On ne peut pas dire, c'est un tel qui n'a plus de matière première, et puis tout d'un coup, il ne peut plus livrer. Mais attends, mais mes enfants, qu'est-ce que j'en fais? Et mes malades, qu'est-ce que j'en fais? Nous avons une conscience, une responsabilité morale, en tant que responsable, par rapport à cela. Et c'est pour ça que la solution, justement, est une question de management, d'entreprise, qui doit prévoir la multiplicité de ses sources d'approvisionnement. Autrement dit, je ne me contente pas d'importer toujours chez le même exportateur et chez le même fabricant. J'ai 2, 3 sources d'approvisionnement pour le même produit. Ça m'évitera ces ruptures dans le temps. Ensuite, bien évidemment, il y a toutes ces procédures d'accès
à l'information, d'accès au dédouanement, etc., qui font qu'il y a des retards et qui ne privilégient pas la disponibilité de ce produit au niveau des centres anti-cancer. Oui, docteur Belkacemi, brièvement, parce qu'on est pratiquement à la fin de... Il y a aussi une disposition réglementaire donc, par rapport au stock stratégique pour les médicaments et les hospitaliers. Donc, pour prévoir les 6 mois de stock stratégique, c'est un délai étudié, c'est un délai qui va nous permettre justement, si un phénomène comme ça se reproduise, donc les gens concernés peuvent prendre des mesures à l'effet de corriger ces anomalies. Oui. Pour la prise en charge des malades atteints du cancer, il n'y a pas que la chimiothérapie. Il y a des malades suivis en ville. Et dans tous les pays du monde, ces malades s'adressent aux officines. Et l'officine peut jouer un rôle très important en matière d'accessibilité et de proximité pour ces malades. À ce jour, il y a beaucoup de malades qui sont soignés du cancer, mais qui prennent leur traitement en ambulatoire. Ils sont en ville, mais ils continuent toujours à être liés aux hôpitaux. Il y a au moins une douzaine ou quinzaine de produits qui sont enregistrés et qui peuvent être utilisés et mis à disposition des pharmaciens d'officine. Ça va améliorer et ça va atténuer la souffrance des malades. Pourquoi on ne les sort pas au niveau des officines? Ce n'est que bénéfice pour notre système de santé publique et pour nos concitoyens. Absolument. Vous avez le mot de fin, docteur Mtewi, on est à la fin de cette émission. Je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit mon collègue docteur Belambri, c'est par rapport à ces malades qui sont atteints de pathologies lourdes, on va dire, qui subissent des traitements qui sont lourds. Je voudrais dire que le pharmacien d'officine a aussi un rôle très important. On peut l'intégrer aussi dans la gestion de ce genre de produits, les anticancéreux. Du moment qu'en Algérie, on a le système du tiers payant qui est installé, qui fonctionne très très bien. La sécurité sociale joue un jeu vraiment digne d'un pays européen, il faut le dire. Nous avons l'assurance maladie qui est obligatoire, tous nos malades sont pris en charge, et particulièrement les chroniques. Donc pourquoi pas ne pas affecter une quantité de ces produits vers l'officinal qui, lui, peut prendre en charge ce genre de malade en ambulatoire. Voilà, c'est ce que je dis. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission est à présent terminée. Elle est rediffusée en soirée. Je vous revois vendredi. Au revoir.